L'Iran s'effondre sous nos yeux, et même les responsables du régime en sont conscients. Pendant des décennies, la République islamique a affirmé qu'elle ne mendierait jamais de l'aide. Le régime a construit toute son identité autour de la doctrine de l'autosuffisance, de l'économie de résistance et de l'affirmation fière que l'Iran tiendrait seul face au monde s'il le fallait. C'est ainsi que la République islamique s'est maintenue au pouvoir malgré toutes les sanctions et malgré le fait que sa propre population déteste le régime. Eh bien, cette guerre et le blocus américain sont en train de changer tout cela. Hier encore, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est enfui en Russie pour implorer l'aide de Vladimir Poutine, qui peine déjà à protéger ses propres raffineries. L'Iran cherche l'aide de la Russie pour survivre. Avant la réunion russo-iranienne, laissez-moi vous montrer ce que le président Trump a publié ce matin. L'Iran nous a informé qu'il est en état d'effondrement. Il souhaite que nous ouvrions le détroit d'Ormuz rapidement pendant qu'ils règlent la question de leur direction, ce que je pense possible. L'effondrement évoqué par Trump concerne sans doute l'économie iranienne et le blocus américain qui étouffe la principale source de survie économique de l'Iran. Depuis plus de 2 semaines maintenant, l'Iran n'a pas pu commercer normalement. Il n'y a aucune exportation qui sort et aucune importation qui entre. En fait, nous avons de nouvelles données satellitaires montrant que les ports iraniens deviennent un peu trop encombrés, parce que les navires ne peuvent pas quitter les eaux iraniennes. Il y a un blocus dans le golfe d'Oman. Cela signifie que les navires peuvent charger dans les ports iraniens. Ils peuvent traverser le détroit d'Ormuz, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et c'est pourquoi le golfe d'Oman devient un peu trop encombré, surtout dans les eaux iraniennes. Pour l'économie iranienne, ce blocus est un double coup dur, ce qui signifie qu'ils sont pris en étau des deux côtés. D'abord, ils n'ont plus de revenus qui entrent, parce qu'ils dépendaient des exportations. Et maintenant, les exportations ne sortent plus. Mais en plus, ils n'ont plus d'importations qui arrivent. Une grande partie de l'alimentation en Iran dépendait des importations venant d'autres pays. Et cela n'arrive plus maintenant. C'est pourquoi l'économie est prise en étau des deux côtés. Les responsables iraniens sont vraiment effrayés. Ce nouveau rapport montre qu'ils craignent une reprise des manifestations. En fait, juste hier, le Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran a tenu une réunion pour aborder les inquiétudes croissantes parmi les services de sécurité concernant une possible résurgence de manifestations comme celle que l'Iran a connue en janvier. Cette réunion a été convoquée à la suite d'évaluations internes et de rapports de renseignement mettant en garde contre de possibles troubles dans les jours à venir. Les responsables iraniens pensent que l'aggravation des difficultés économiques, telles que la hausse des prix, le chômage et les dommages aux industries pétrochimiques et sidérurgiques pourraient déclencher une reprise des manifestations. Les estimations de la Réunion ont indiqué que l'économie iranienne ne tiendrait pas plus de 6 à 8 semaines face à un blocus naval américain. Je veux préciser que cette estimation provient du point de vue iranien, donc elle est plus optimiste. Et en plus de cela, il s'agit de la situation économique en Iran, pas des vieilles histoires dont nous parlons depuis quelques jours. J'ai de nouveaux chiffres sur les capacités de stockage pétrolier de l'Iran et le moment où elles seront saturées. Mais finissons d'abord ce rapport. Comme certains s'en souviennent, le blocus américain a débuté le 13 avril, il dure donc depuis plus de 2 semaines. Et l'Iran ne peut tout simplement pas supporter ce genre d'arrêt de son économie. Mais vous voyez, ce n'est pas la seule chose qui nuit à l'économie iranienne. Une autre préoccupation majeure évoquée lors de cette réunion était la coupure quasi totale d'Internet en Iran. Selon les responsables de la sécurité iraniens, donc des personnes qui travaillent pour le régime, eh bien, selon eux, la coupure d'Internet a laissé environ 20% de la main-d'œuvre, en particulier les personnes qui travaillent en ligne, pratiquement au chômage. Ils ne peuvent rien faire. Et cela signifie que 2 millions de personnes supplémentaires pourraient perdre leur emploi dans le secteur privé à cause du chômage provoqué par la coupure d'Internet. Petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas suivi, l'Internet iranien est coupé depuis plus de 2 mois maintenant. Nous avons dépassé la barre des 60 jours. 99,9% des Iraniens ne peuvent tout simplement pas accéder à Internet ou se connecter avec le reste du monde. Cela représente plus de 90 millions de personnes. Rien que cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ceux dont les responsables iraniens ont réellement peur. Le régime refuse que les Iraniens communiquent entre eux ou avec le monde, sachant que cela relancerait les protestations, et ils ne peuvent pas se permettre de revivre ce qui s'est passé en janvier. Le régime a été à quelques jours de perdre le pouvoir. C'est pourquoi il est prêt à sacrifier son économie. Ils sont prêts à tout sacrifier pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Concernant la réunion en Iran, les services de sécurité estiment que les manifestations publiques sont inévitables
et vont reprendre. La seule incertitude concerne le moment où elles vont reprendre. Ils ne savent pas quand cela arrivera. Cela pourrait arriver demain. Cela pourrait arriver dans quelques mois, et c'est cela qui les inquiète. C'est pourquoi les responsables du régime paniquent et essaient de trouver n'importe quelle solution pour obtenir un peu de répit. Hier, nous avons parlé du fait que l'Iran a envoyé une proposition aux États-Unis pour rouvrir le détroit d'Ormuz si les États-Unis lèvent leur blocus naval. Du point de vue des États-Unis, cela n'a aucun sens. Cette guerre a commencé à cause des ambitions nucléaires de l'Iran, et il n'y aura pas de négociation tant que l'Iran n'aura pas abordé ce sujet. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à aider l'Iran alors qu'il souffre. L'Iran le comprend désormais. C'est pourquoi, après avoir envoyé cette proposition aux États-Unis, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est précipité en Russie pour demander l'aide de Poutine. Avant d'aborder ses actions en Russie, pensez à cliquer sur « J'aime » et vous abonner. À chaque mention de la Russie, des bots russes mettent systématiquement des votes négatifs sur nos vidéos. Et cela signifie que votre soutien peut vraiment nous aider à lutter contre cela, et à nous aider dans l'algorithme. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de cliquer sur les boutons « J'aime » et s'abonner ci-dessous. Maintenant, revenons au sujet. Sur votre écran, vous voyez les images des médias d'État russes lors de l'arrivée du ministre iranien des Affaires étrangères à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Poutine. Nous avons également d'autres images qui montrent essentiellement leur rencontre et leur discussion avant qu'il n'ait une réunion à huis clos de 2 heures. En fait, la partie la plus drôle a eu lieu avant la réunion, car Téhéran a précisé, avant d'entrer dans cette rencontre, que les diplomates iraniens n'allaient pas en Russie pour demander la charité. Je ne sais pas ce qui les a poussés à préciser cela, mais à mon avis, ce n'est jamais bon signe quand on doit commencer une réunion en disant « Hé les gars, on n'est pas là pour mendier. Nous sommes ici pour nous coordonner avec vous, en tant que partenaires. » Cependant, l'Iran estime que la Russie ne fait pas sa part. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, l'Iran a beaucoup aidé la Russie. Ils ont livré à la Russie des drones Shahed, des missiles balistiques, et envoyé des ingénieurs iraniens pour y construire des usines produisant désormais ces drones sur le sol russe. Malheureusement, la Russie n'a pas été en mesure de rendre l'appareil à l'Iran dans son moment de besoin. Cela ne veut pas dire que la Russie n'a pas aidé l'Iran. Bien sûr, elle l'a fait. Nous avons expliqué comment les satellites russes survolaient les bases américaines pendant la guerre, avant le cessez-le-feu, et ce, quelques jours après les faits. L'Iran peut viser cette base américaine ou un immeuble résidentiel grâce aux coordonnées fournies par les satellites russes et programmer ses drones en conséquence. Et ensuite, nous avons une frappe qui cause des dégâts assez importants. Vous savez, donc la Russie aidait l'Iran autant qu'elle le pouvait. Mais comme vous le savez peut-être, Poutine est un peu préoccupé par l'Ukraine, donc il n'a pas pu apporter l'aide dont l'Iran a désespérément besoin. Il sera intéressant de voir ce qui ressortira de cette réunion. Comme mentionné, elle s'est tenue à huis clos pendant 2 heures, donc nous ignorons ce qui a été discuté. Ce qui était intéressant, c'est que le chef des services de sécurité russes participait à cette réunion. Nous avons observé cela l'an dernier pendant la guerre de 12 jours, quand une délégation iranienne est allée en Russie pour discuter de la guerre. Discuter de tout un tas de choses dont nous n'avons pas connaissance, parce que cela se passe à huis clos. Le fait que le chef de la sécurité ait assisté à cette réunion indique-t-il que l'Iran a discuté de ses actions en cas de reprise de la guerre? Mais peut-être que je spécule. Nous ne savons pas encore, mais nous le saurons si un événement survient. J'évite d'écouter ces personnes, surtout les responsables russes, chinois ou iraniens, et je préfère observer leurs actions. Donc, si la Russie aide l'Iran à l'avenir, nous saurons ce qui a été discuté lors de cette réunion. Pour l'instant, les déclarations des 2 parties après cette réunion n'étaient pas très intéressantes. Cela n'offrait aucun aperçu de ce qui a été discuté ou jugé important. Mais je suis sûr que nous le saurons plus tard. L'Iran fait aussi face à un problème de stockage du pétrole. Hier, Kepler a publié un rapport estimant précisément combien de temps il lui reste. Kepler, société de recherche mondiale, fournit des données aux grandes compagnies pétrolières. Leurs déclarations sont donc importantes. Et ils estiment que l'Iran dispose de suffisamment de capacités de stockage inutilisées pour tenir peut-être 12 jours ou peut-être jusqu'à 22 jours. Donc, ils n'ont pas de chiffre exact. Parce que, comme vous pouvez le deviner, l'Iran n'est pas transparent sur la capacité de stockage qu'il possède. Mais malgré tout, en se basant sur tout ce que nous savons sur l'Iran avant le début de cette guerre. Kepler prédit qu'ils ont peut-être jusqu'à 22 jours, et c'est en se montrant vraiment très optimiste. Ils ont également partagé quelque chose d'intéressant. Selon leurs recherches, ils n'ont observé aucun pétrolier réussir à échapper au blocus américain dans la région autour du golfe d'Oman. Cela signifie que même si l'Iran charge des pétroliers, ils ne peuvent pas rejoindre leurs clients.
ils restent bloqués dans le golfe Persique ou dans le golfe d'Oman. Et rappelez-vous, c'est ici que je veux clarifier parce qu'il y a eu beaucoup de désinformation qui a circulé. Le blocus concerne uniquement les pétroliers et les navires qui entrent dans les ports iraniens ou qui en sortent, peu importe à quel pays appartient le navire. Et deuxièmement, la ligne de blocus se trouve à l'extérieur du golfe d'Oman. Elle est juste à la frontière entre le golfe d'Oman et la mer d'Arabie. Et c'est très important parce qu'on voit beaucoup de rapports qui disent en gros « Et un pétrolier iranien vient de traverser le détroit d'Ormuz ». Mais cela ne change rien, car les États-Unis ne bloquent pas réellement le détroit d'Ormuz. Ils peuvent donc aller dans un port iranien, charger du pétrole et traverser le détroit. Ensuite, ils restent bloqués dans le golfe d'Oman, sans pouvoir en sortir. Et deuxièmement, si un pétrolier va, disons, dans un port saoudien, ou un port irakien, ou vers n'importe quel autre pays du Golfe, eh bien, ce pétrolier n'est pas bloqué par les États-Unis. Il est libre d'aller où il veut. Donc, si un pétrolier sort, cela ne signifie pas que le blocus américain est inefficace. Une autre manière d'évaluer son efficacité, ce sont les images satellites. En se concentrant sur le nombre de navires entassés dans le golfe d'Oman, prenant du pétrole dans les ports iraniens, traversant le détroit d'Ormuz mais ensuite bloqués, incapables de sortir. Comme visible sur l'image satellite, il est difficile de distinguer. En mettant en pause sur un grand écran, on aperçoit quelques points blancs dans l'eau, correspondant aux eaux du golfe d'Oman. Ces points blancs représentent des pétroliers stationnés dans le golfe d'Oman, car la marine américaine les avertit. Si vous contournez le blocus, ça ira mal pour vous. Pourtant, certains essaient tout de même. Ils entendent un message de la marine américaine à la radio et font demi-tour. Ils restent simplement dans le golfe d'Oman jusqu'à la fin du blocus, qui dure depuis environ 2 semaines maintenant. Et il est probable qu'il va continuer jusqu'à ce qu'il y ait un accord de paix. Maintenant, en parlant d'un accord de paix, il semble que les Iraniens se préparent à fournir aux États-Unis un autre plan de paix, après que les États-Unis ont rejeté celui qu'ils ont envoyé hier. Des sources disent que l'Iran devrait soumettre une proposition de paix révisée d'ici quelques jours. Les médiateurs au Pakistan s'attendent très bientôt à une offre iranienne révisée. Les États-Unis ont refusé le plan de report des négociations nucléaires. Le ministre des Affaires étrangères consulte la direction à Téhéran, mais la communication avec les dirigeants iraniens reste difficile et lente. Le processus reste fluide et dépend des conditions révisées de l'Iran. Hier, le secrétaire d'État Marco Rubio a donné sa première interview depuis le cessez-le-feu. Et dans cette interview, il parle des problèmes qui bloquent un accord avec l'Iran. Écoutons cela. Selon vous, quel est le principal obstacle à un accord avec le gouvernement iranien? Eh bien, mis à part le fait que le pays est dirigé par des religieux chiites radicaux, ce qui est déjà un obstacle majeur, l'autre problème est qu'ils sont profondément divisés en interne. Je pense que ça a toujours été ainsi, mais c'est plus marqué aujourd'hui. Pour comprendre l'Iran, il faut voir qu'il existe une classe politique. On parle de modérés et de tenants de la ligne dure, mais en réalité, ils relèvent tous de la ligne dure. Certains tenants de la ligne dure savent qu'ils doivent diriger un pays et une économie, d'autres sont motivés uniquement par la théologie. Les tenants de la ligne dure mue par la théologie ne sont pas seulement les responsables du CGRI, mais aussi, bien sûr, le guide suprême et le conseil qui l'entoure. Pensez-vous que le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Hamedeh, est en vie? Nous avons des indices qu'il l'est et il l'affirme. Nous n'avons pas de preuves contraires. Mais la question reste, a-t-il la même crédibilité que son père ? Vous savez, nous savons que pendant de très nombreuses années, en tout cas je sais que depuis de nombreuses années, il y a eu des débats internes en Iran sur la succession et sur le fait de savoir si elle devait être, vous savez, héréditaire. Est-ce que cela devrait être le cas? Beaucoup de personnes s'y opposent. A-t-il les qualifications religieuses pour réellement agir en tant que guide suprême? Est-ce lui qui prend réellement les décisions? Ou quelqu'un agit-il à sa place, contrôle 90% de tout cela et prend les décisions pour lui? Nous ignorons les réponses à ces questions. C'est ici que les choses deviennent intéressantes concernant le guide suprême, car nous recevons des messages contradictoires d'Iran. Comme mentionné récemment, un événement du CGRI a eu lieu dans une grande ville iranienne, où la photo du nouveau guide suprême a été affichée sur une fresque rendant hommage aux morts de cette guerre. C'était un peu déroutant, étant donné qu'il s'agissait d'un événement du CGRI. Mais malgré tout, la position officielle de l'Iran est que le guide suprême est blessé et toujours en vie. Hier, nous avons en fait obtenu un peu plus d'informations à ce sujet, et ces informations nous viennent de Poutine. Poutine a évoqué, lors de sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, avoir reçu un message du nouveau guide suprême Mojtaba Hamedeh, toujours absent, en public. Il a dit « Transmettez au guide suprême ma reconnaissance pour son message et mes meilleurs vœux pour sa bonne santé. » Maintenant,
J'ai l'impression qu'il s'agissait d'un message écrit, pas d'un appel ou d'un appel vidéo. Parce que sinon, pourquoi Poutine dirait-il « Transmettez ma reconnaissance pour son message, et non pas merci pour l'appel » ou quelque chose comme ça. Ce qui, encore une fois, si c'était, disons, une lettre ou quelque chose comme ça, laisse beaucoup de doutes sur le fait que le guide suprême soit vivant ou non. N'importe qui peut écrire un message en se faisant passer pour le guide suprême, sans que nous ayons eu de nouvelles ou de preuves. Bref, revenons à Rubio. On lui a aussi posé des questions sur la proposition iranienne dont nous avons parlé hier, où l'Iran a dit en gros « parlons du détroit d'Ormuz et du blocus maintenant, et on met fin à la guerre, puis on discutera du nucléaire plus tard. » Les responsables iraniens disaient en gros « Le nucléaire, ce n'est pas si important. Parlons-en après ce blocus et tout ça. » Eh bien, voici la réponse de Rubio. Écoutez ça. Les rapports indiquent effectivement que l'Iran a proposé d'ouvrir les détroits, mais ils veulent retarder les discussions sur leur programme nucléaire. Est-ce que cela serait acceptable pour l'administration Trump? Eh bien, Encore une fois, je ne vais pas spéculer sur la prise de décision du président à ce sujet. Il suffit de dire que la question nucléaire est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation à l'origine. Si l'Iran était simplement un pays radical, dirigé par des gens radicaux, vous savez, ce serait déjà un problème. Mais ils sont révolutionnaires. En essence, ils cherchent à étendre et à exporter leur révolution. Ce n'est pas seulement ce qu'ils font en Iran. C'est pourquoi ils sont avec le Hezbollah au Liban. C'est pourquoi ils ont soutenu le Hamas. C'est pourquoi ils ont soutenu les milices en Irak. Ils ne cherchent pas seulement à dominer l'Iran, ils cherchent à dominer la région. Imaginez cela avec une arme nucléaire. Regardez leur action sur le détroit, c'est un excellent exemple. Ils l'utilisent comme une arme nucléaire économique contre le monde et s'en vantent. Ils installent des panneaux publicitaires à Téhéran pour se vanter de pouvoir prendre en otage 25% ou 20% de l'énergie mondiale. Imaginez si ces personnes possédaient une arme nucléaire. Elles prendraient la région en otage. C'est aussi un sujet que nous avons abordé sur la chaîne. Imaginez un pays prêt à attaquer ses propres alliés. Le Qatar était censé être un allié de l'Iran. Oman est très certainement un allié de l'Iran jusqu'à ce jour. Du point de vue de la République islamique, cela importait peu, car elle voyait cette guerre comme une menace pour son pouvoir et sa survie. Ils étaient donc prêts à mettre toute la région à feu et à sang juste pour survivre, et c'est pour cela qu'ils ont commencé à attaquer leurs propres alliés. Ils attaquent aussi des pétroliers et navires civils dans les eaux internationales. L'Iran a principalement eu recours au terrorisme pour survivre, voyant cela comme la fin du régime. Imaginez un tel régime avec des armes nucléaires. Personne ne serait en sécurité. Maintenant, Rubio a aussi été interrogé sur le sérieux de l'Iran concernant un accord ou sur une possible folie de ses dirigeants. Écoutez sa réponse. les Iraniens veulent-ils vraiment conclure un accord? Je pense que les Iraniens sont sérieux quand il s'agit de se sortir du pétrin dans lequel ils se trouvent. L'Iran a eu de nombreux problèmes. Il y a eu des émeutes il y a quelques mois et c'était des émeutes économiques. Les problèmes de l'Iran d'avant le conflit persistent, la plupart se sont aggravés. Désormais, il ne leur reste que la moitié de leurs missiles, plus d'usines ni de marine. S'il n'y a pas d'accord, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, encore une fois, c'est une décision qui revient au président. Je commencerai par rappeler à tout le monde que le niveau des sanctions contre l'Iran est extraordinaire. La pression sur l'Iran est extraordinaire. Et je pense qu'on peut encore en rajouter. J'espère qu'après ce conflit, le monde aura pris conscience de la menace que représente l'Iran. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit de la façon dont il agit en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran, et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.